et bienvenue dans votre émission dédiée à la bande dessinée sur Watch TV. C'est Entre Cases, bien sûr, toutes les semaines, le jeudi à 20h. Le rendez-vous est pris. Et puis vous nous revoyez partout où vous voulez, sur les box, les YouTube, les BTG, un peu partout, avec évidemment Nicolas Dolphy. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Et je citais BDGES parce que je pensais à Laurent Genati, le garçon qui est derrière la vitre là-bas, notre partenaire BDGES. Bonjour Laurent. Bonjour Emma, bonjour Salut à tous. Laurent. Vous nous présenterez tout à l'heure votre coup de cœur, mais c'est en deuxième partie d'émission. Avant, il y a d'autres garçons sur le plateau avec nous. Vous avez vu, il y a plein de monde, notamment à ma droite, Olivier Grenson. Bonjour Olivier. Mais bonjour Emmanuel. Vous êtes le dessinateur de la série Niklos Koda, qui vient de sortir sur le dernier tome, et le scénariste est là aussi, puisque Jean Dufaux est aussi avec nous en plateau. Bonsoir Jean. Bonsoir à tous. Vous avez remarqué, je dis un jour bonjour, un jour bonsoir. Hein, parce qu'on a Oui, moi, comme ça je ne me trompe pas. Exactement. Niklos Koda, c'est le 15e et dernier volume qui vient tout juste de paraître aux éditions du Lombard. Donc 15 albums en 18 ans, c'était extrêmement régulier. Et c'est une très très belle série. On va donc poser magie, ésotérisme, un peu tout ça aujourd'hui dans cette émission. Une émission spéciale rien que pour vous. On pense un petit jingle et on se retrouve tout de suite après. Donc, comme Emmanuel vient de vous l'annoncer, nous avons deux invités prestigieux aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de recevoir Olivier Grenson et Jean Dufaux, donc qui viennent nous parler de Niklos Koda. Alors, pour les présenter un peu rapidement, Olivier, tous les deux, personne n'est parfait, sont belges, pour commencer. Olivier Grenson, vous avez fait des études plutôt scientifiques et des études également de cinéma. Pas vraiment de cinéma, mais c'était une école pluridisciplinaire où on faisait notamment du Super 8 à l'époque, et j'en ai fait un peu de cinéma d'animation. D'accord, ça, c'est donc quelque chose déjà que vous avez en commun avec Monsieur Jean Dufaux qui est avec nous. Vous avez clairement fait des études cinématographiques pour être réalisateur à l'origine. Il y avait deux choses qui m'intéressaient, la mise en scène et le montage, parce que voilà, je trouvais que c'était complémentaire. Et donc c'est vrai que j'ai démarré à l'Institut des Arts de Diffusion à Bruxelles, puisque nous avons évidemment ce tort d'être belge. Mais malgré tout, il y a des écoles en Belgique, il y a de l'électricité, il y a des télévisions, il y a des moyens de locomotion, il y a tout en Belgique. On vit normalement. Alors Olivier, on dit de vous, donc vous êtes arrivé dans le monde de la bande dessinée à travers surtout, on va dire, en premier, la série Karl and Cross, c'est ce qui vous a, on va dire, révélé. Mais on dit souvent de vous que votre rencontre avec Jean Dufaux a été quand même absolument cruciale dans votre carrière de dessinateur. Déterminante. Je le savais avant de commencer avec Jean Dufaux. J'avais vraiment envie de travailler avec Jean Dufaux parce que j'étais impressionné par son univers, par les spécificités qu'il dégageait dans ses histoires et qui me correspondaient. Je sentais que j'allais pouvoir évoluer à travers son écriture. J'ai lu de vous que vous attendiez en fait un personnage, une série, un univers spécifique, c'est-à-dire que vous vous sentiez, par rapport à vos débuts, mature pour vous lancer dans une véritable aventure. Mature, je sais pas. En tout cas, j'avais des craintes d'être le petit dessinateur de Jean Dufaux, lui qui travaillait avec des dessinateurs quand même assez étonnants, assez prestigieux, et j'avais pas envie d'être le petit dernier, le petit au bout de la ligne. Vous le dites bien, avoir la possibilité de travailler avec Jean Dufaux. Alors Jean Dufaux, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je pense que personne ne vous connaît pas. C'est l'homme aux 200 livres. Je ne me connais pas moi-même, alors... je parlais de votre public, évidemment. Donc vous êtes le papa de quasiment 200 livres, peut-être même plus de 200 livres. Je vais atteindre tout doucement les 250. Oui. 250 livres, ce qui est énorme, avec des séries à votre actif qui sont des véritables incontournables de la bande dessinée de ces 30 dernières années. On peut citer, on pourrait en citer plein, on pourrait passer notre émission à en citer, mais je vais citer quand même Giacomo C, évidemment, Murena, Fox, les Rochester. Jean, moi j'adore Jean. Jean, évidemment. Puis Sana Miralles, c'est une fille qui dessine, alors forcément. Mais ce serait plus simple de citer les livres que j'ai réalisés, parce que moi j'arrive tout doucement à 30. 30 à côté de 200, c'est vrai que ça fait une différence. C'est vraiment, il y a quand même, on le sait, il y a toujours une différence dans le temps de travail entre un dessinateur, il faut le reconnaître, et un scénariste. Oui, légèrement. Légèrement. Non, je ne suis pas d'accord. En fait, je pense qu'on travaille beaucoup, toute la journée, sauf qu'effectivement, le dessinateur est sur un univers, tandis que le scénariste
reste quand même dans un univers qui est celui de son écriture, mais de fait avec des collaborations différentes, des sensibilités différentes. Et moi, en ce qui me concerne, j'en ai besoin, parce que ces sensibilités-là me nourrissent. La sensibilité de Grandson a apporté énormément de choses à Coda, et c'est vrai que chaque auteur... En fait, l'auteur pour moi est essentiel. Je n'attends pas d'un dessinateur qu'il soit un bon technicien. En général, ils le sont. Bon, je choisis quand même tout de même mes partenaires. Mais c'est la nature humaine aussi de l'homme qui m'intéresse, ou de la femme. J'ai eu la chance de travailler avec des femmes. C'est évidemment l'enrichissement que peut m'apporter la personne. Est-ce que la personne derrière le dessin est à la hauteur du dessin? Est-ce que le dessin reflète une partie de l'homme, de l'auteur. Et c'est ce binôme-là qui, pour moi, reste passionnant et qui me permet d'ailleurs de tenir pendant 17 ans, 18 ans et 15 albums. Alors, en même temps, il y a la personne, mais c'est aussi le non-hasard d'une rencontre, parce que vous avez quand même des choses en commun. Effectivement, cette approche peut-être cinématographique qui fait aussi le succès de Coda. Le succès de Coda, c'est quoi? C'est un scénario qui est léché, qui est extrêmement passionnant, très documenté. C'est un dessin évidemment qui est à la hauteur de ce qu'on peut espérer sur une telle histoire. J'essaye pas de vous flatter, je vous dis moi ce que je pense du succès de Coda, mais c'est aussi votre approche dans le rythme, dans le cadrage, qui est, il faut le reconnaître, une approche quand même relativement cinématographique. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? De toute façon, pour moi, c'est une respiration naturelle, puisque j'avais appris à découper, à monter, à séquencer pour le cinéma, et que le hasard de la vie, enfin, on nous avait aussi prévenu à l'IAD qu'en sortant de l'école, on ne trouverait pas de travail, on serait chômeur. C'est une bonne leçon. Pour finir des études, c'était à peu près vrai, à 90%. Et donc, c'est un petit peu le hasard qui m'a fait rencontrer un dessinateur. Et quand je me suis appliqué à la grammaire de la bande dessinée, ce n'est pas tout à fait la même chose que le cinéma, attention, voilà, il y a tout de même des variantes importantes, mais quelque part, ça restait passionnant. Et j'ai découvert cette magie qu'est le dessin, que je ne connaissais pas, et là, je suis très sûr de moi, il y a une magie dans le dessin. Il suffit d'ailleurs de voir les gens quand ils viennent demander une dédicace pour un album, ils sont littéralement scotchés sur la main du dessinateur, et de ce que cette main évoque. C'est une très bonne leçon d'ailleurs pour le scénariste, parce qu'il passe vraiment au second plan dans ces moments-là, personne ne s'intéresse à ce qu'il écrit, les gens viennent pour le dessin. Une bande dessinée, c'est d'abord le dessin. Et vous, Olivier, en tant que dessinateur, comment est-ce que vous travaillez avec Monsieur Jean Dufaux? Parce que c'est ce que vous me disiez. Ça me vieillit, le Monsieur Jean Dufaux. Excusez-moi. Vous savez qu'à Angoulême, c'était terrifiant. Au début de ma carrière, on me disait tu. Oui. Puis on m'a dit vous. Oui. Puis on m'a dit monsieur. Et maintenant on me dit il est toujours vivant. Non, c'est vrai que c'est un plaisir, la collaboration, l'échange, c'est un jeu de ping-pong, d'aller-retour, c'est un travail sur le montage. Donc la bande dessinée, comme le dit Jean, c'est un vrai langage, et un langage qui est toujours à réinventer. Et finalement c'est assez simple, c'est un rapport texte-image, il faut trouver la bonne image au bon endroit, et l'enchaînement des cases. Et ça, c'est un plateau de travail qui est vraiment intéressant quand on travaille en collaboration. Mais dans cette collaboration-là précise sur Coda, comment est-ce que vous fonctionnez? Vous réalisez une planche, vous l'envoyez à Jean qui... Il n'y a pas de règle. Il se fait que quand on a démarré, on a partagé d'abord nos envies, nos visions sur un personnage futur qu'on ne savait pas comment il allait se présenter. Jean avait des mots, moi j'ai mis des dessins sur un carnet. Ouais. Les mots se sont mêlés au dessin, se sont rencontrés, et l'histoire s'est construite petit à petit. Après, évidemment, je peux faire de mon côté des dessins qui vont générer des ambiances et qui vont inspirer éventuellement le scénario, des personnages qui vont peut-être, et je l'espère, guider à certains moments l'évolution de la psychologie de l'un ou de l'autre, mais je reçois d'abord un scénario super bien découpé, qui est surtout un scénario qui est très visuel. C'est-à-dire quand Jean écrit la description d'une case, d'une autre, et la composition d'une page, il a une vision déjà des cadrages que je peux changer éventuellement après, et ce changement nourrit évidemment la construction de l'histoire.
Il y a des thèmes toutefois qui reviennent régulièrement dans l'œuvre de Jean Dufaux. On dit que vous avez travaillé sur 250 livres avec plein d'auteurs différents. Toutefois, on retrouve toujours notamment le fantastique, l'ésotérisme, la famille, l'amour, l'humain. Enfin, ce sont des choses qui sont essentielles pour vous. C'est beaucoup tout ça. C'est beaucoup en tout cas, c'est ce qu'on nous on a le plaisir de lire dans vos albums. Et notamment dans cette série Niklos Koda, là on est en plein récit fantastique. Je dis magie blanche, magie noire. Est-ce que vous sauriez nous dire ce qui vous intéresse et ce qui vous attire particulièrement dans cet univers-là ? Ah non, mais j'aime bien le répéter, je pense que nous avons tous une part fantastique. Et malheureusement, la société actuelle, moderne, le rythme de la vie, le fait qu'on doit être tout le temps sur la brèche, le travail, opérant, etc., nous avons perdu cette faculté de ressentir notre part de fantastique. Nous passons dans un décor, Paris est une ville fantastique, au sens où effectivement il y a des choses qui se passent derrière les murs, dans la nuit. Et nous passons au travers du décor sans ressentir ce décor. Parce qu'on nous demande de l'efficacité. On n'a plus le droit de rêver, on n'a plus le droit de s'asseoir sur un banc, on n'a plus le droit de sentir le temps qui passe, parce que le temps il ne passe pas toujours au même rythme que nous. Nous avons imposé notre rythme au temps, le travail a imposé son rythme au temps, ce qui n'est pas le rythme des siècles précédents d'ailleurs. Mais ça, c'est pas magique. C'est très magique. Ah bon ? C'est très magique. Vous êtes magique, je suis magique, le chapeau de M. Grenson est magique. Il y a un lapin d'ailleurs dessous. Voilà, le chapeau peut bouger tout seul. Il y a une part de magie dans tout être humain. Je dirais qu'il y a une part de magie dans tout décor. Il suffit simplement de décaler un peu le regard, de décaler un peu l'attention, de développer certaines antennes qui sont atrophiées par notre rythme quotidien. Si vous pouvez développer ces antennes, les ouvrir un petit peu, vous sentirez des résonances fantastiques chez chaque être humain. Mais c'est étonnant, moi ça m'étonne de vous entendre parler comme ça, lorsque je vois une partie de votre œuvre qui est extrêmement réaliste et puis en plus extrêmement documentée. Je pense évidemment à Murena en particulier, qui est presque encyclopédique, donc vous êtes quand même accroché à je pense que vous êtes un puits de culture, clairement, et basculer comme ça de ces univers réalistes, historique, quasi biographique, dans un univers aussi particulier, je me suis demandé, est-ce que vous vous êtes documenté sur ces domaines-là spécifiquement, ou est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà en vous, des connaissances que vous aviez déjà, magie blanche, magie noire, c'est un domaine particulier? Oui, j'ai quelques grimoires chez moi, quelques vieux bouquins. J'ai effectivement une grammaire ésotérique que j'ai très peu utilisée parce qu'elle est littéralement effrayante. Hein, attention, vous sentez bien, la magie noire, c'est très bien. C'est pour ça que Koda, quand il se met à plonger dans cette magie noire, il n'en revient pas parce que vous sentez que là, vous vous penchez au-dessus d'un puits qui, malgré tout, recèle des ténèbres inquiétantes. Il faut pas tricher. Quelque part, il y a une lecture ésotérique, il y a une cabale, il y a une grammaire, il y a des grands hommes, des grandes dames qui vous ont précédé, qui quelque part se sont noyés tout à fait dans ce fantastique-là. Il y a une résonance dangereuse. On peut avancer sa main. Est-ce qu'on a envie qu'une main vienne en face toucher vos doigts? Je ne sais pas. Et je me suis toujours reculé au bon moment, parce que quelque part, c'est vrai que vous avez tendance à pousser, à aller de l'autre côté, et à vous retrouver devant les miroirs de Jean Cocteau, qui réfléchissent mal, mais qu'on peut traverser. Et quand on traverse un miroir à la Cocteau, on trouve d'ailleurs très souvent la mort, derrière, et le jugement. Voilà. Et donc je me méfie tout de même un peu, malgré mon grand âge, et du jugement et de la mort. Et vous, Olivier, justement... Juste, je voudrais parce que, juste insister sur le fait sur Niklos Koda, c'est le dernier volume, je l'ai dit, il y a une exposition où on peut voir les belles planches d'Olivier Grenson. Donc on a quelques images à vous montrer, évidemment, de ces planches originales. Ce sont les planches originales et également des illustrations que vous avez réalisées spécialement pour l'exposition. Oui, ce qui est intéressant dans l'univers de Koda, pour rebondir avec ce que Jean vient de dire, c'est de transcender le réel et puis comment représenter ce qui, a priori, n'est pas représentable. Et là, il y a une part de recherche dans l'image, dans la façon de mettre en scène. Et le dessinateur joue un rôle assez important, malgré tout.
Je me sens Bien responsable aussi, quelque part, de la qualité du scénario, parce que le dessin ne doit pas être n'importe lequel, à n'importe quel endroit, surtout dans ce domaine qui est plutôt spirituel, ésotérique. Et l'autre chose qui m'intéresse, enfin il y en a plusieurs, c'est le thème de l'identité qui est propre aussi à la série, et comment travailler les personnages, comment les représenter, comment travailler sur un personnage qui doit faire transparaître une psychologie, des personnages qui jouent avec des masques, qui vont bouger au niveau de leur personnalité et de leur rôle sur l'échiquier qu'est Nicolas Colas. Mais alors quand on passe 15 ans, c'est ça, plus de 15 ans sur une telle série, donc dans un tel... 18 ans, lorsqu'on passe 18 ans dans un tel univers... est-ce que vous qui en plus donnez vie visuellement à cet univers, est-ce que vous finissez par être par exemple, je sais pas, superstitieux? J'évite la superstition, mais elle est presque inévitable. Je crois que tout le monde a des moments de superstition. Je ne le suis pas trop. Par contre, justement, la série, ce qui est intéressant, c'est en travaillant sur la longueur, on peut peut-être recorriger certaines choses, en tout cas améliorer certaines choses, faire évoluer le personnage. Quand on travaille sur un one-shot, on doit sentir l'ensemble de l'histoire comme un tout. Ici, on a pu travailler par chapitre. Et les 15 albums, c'est finalement 15 chapitres qui vont former un seul bloc, mais qui nous ont permis tour à tour de réfléchir, de ressentir chaque personnage et de les faire évoluer. Je crois que ça, c'est vraiment l'avantage de travailler sur la longueur. On va revenir sur Nicolas Colas un peu plus tard dans l'émission, mais je voulais, les garçons, faire une petite pause. On va vous emmener au musée Rodin, où on est allé récemment tourner un sujet avec Joël Alessandra et Eddie Simon, qui sont les auteurs d'une biographie. Parce que c'est l'année Rodin, 2017, il est mort en 1917, et donc il y a plein de choses autour de cet Auguste. Auguste est son prénom, mais sculpteur, voilà. Et donc, on vous emmène au musée Rodin pour découvrir cet album, dans un cadre exceptionnel. On est avec Eddie Simon et Joël Alessandra pour parler de Rodin au musée Rodin, parce que tant qu'à faire, autant aller là où vivait le maître, là où il a travaillé. Vous avez travaillé donc sur cette biographie. Eddie Simon, je commence par vous, c'est vous le scénariste de cette histoire. Qu'est-ce qui vous intéressait dans son œuvre? Est-ce que c'est une commande ou vous connaissez déjà le personnage? Alors je connaissais Rodin comme tout le monde, mais finalement assez mal sa vie et son œuvre. En fait, c'est une idée de Joël qui, lui, est passionné depuis des années par Rodin et qui m'a proposé de travailler avec lui sur ce récit, sur ce scénario. Voilà, c'est vrai que c'est un peu l'année Rodin, c'est l'année de sa disparition. Oui, ça explique un petit peu aussi le timing de l'album. C'est-à-dire que, comme disait Eddie, moi j'avais envie depuis un petit moment de travailler sur Rodin, mais avec le prisme des femmes. C'est-à-dire toute la sensualité, le côté très charnel de l'œuvre de Rodin. Les trois femmes, évidemment, citons-les, c'est Rose Beuret, donc sa femme, celle qu'il épousera donc, dans les tout derniers mois de sa vie, mais tout de même celle qui l'a suivie pendant toute sa vie. Camille Claudel, évidemment, qu'on connaît beaucoup. Et puis Claire de Choiseul, c'est une duchesse. Claire de Choiseul, donc voilà, femme un peu fantasque, qui connaîtra Rodin alors que celui-ci a déjà plus de 70 ans et va lui permettre, voilà, lui parle de Claire de Choiseul comme une femme qui le fait redevenir un jeune homme parce qu'elle est très pétillante et qu'elle connaît énormément de monde. Donc elle va créer autour de Rodin un environnement très, très mondain, ils vont participer à énormément de choses ensemble, mais surtout elle va savoir vendre Rodin à l'international et faire exploser sa cote. Et ça, Rodin lui en sera reconnaissant jusqu'à la fin de sa vie parce qu'elle lui permet une retraite finalement assez dorée. On est ici devant la porte des enfers. J'ai entendu dire qu'elle elle était estimée en tout cas 83 millions d'euros. Quand on dit qu'il a réussi, le monsieur, on peut le dire ça? Alors il n'y a pas eu d'original de son vivant, hein, de la porte. Hein. Non, parce que Rodin n'a jamais réussi finalement à y mettre un point final à cette porte de l'enfer, et ce sont des gens autour de lui qui se sont appliqués à le faire, mais Rodin était décédé parce qu'elle a été inaugurée en 1925, donc 8 ans après sa mort. Mais vous racontez d'ailleurs dans le livre, ça aurait dû normalement être... c'était une commande pour le musée d'Orsay. Et finalement, ça n'a pas été non plus le cas. Alors oui, c'était une commande au départ, mais qui n'a jamais réussi à terminer. Alors c'est aussi en ça le génie de Rodin, c'est le fait de faire des modelages à différentes échelles, de faire des moulages et d'assembler tout ça au fil et à mesure des compositions. Et c'est ça un des aspects de son génie créatif, c'est utiliser Photoshop avant que ça existe en fait. Hein. C'est-à-dire gommer on parlait d'accident tout à l'heure, mais un plâtre qui est tombé, qui s'est cassé, pour lui ça peut faire partie intégrante de l'œuvre et ça peut contribuer à la composition finale et c'est pour ça qu'effectivement la porte
comme disait Eddy, il revenait toujours dessus, voir des petits éléments. Et on voit d'ailleurs sur la porte les œuvres magistrales de Rodin qu'on connaît singulièrement, comme Le Penseur ou comme d'autres œuvres, mais qui en fait étaient prévues à l'origine pour la porte. Énormément d'informations, cela dit, il n'y a pas tout. Il a fallu choisir, vous avez dû sélectionner les moments importants de sa vie, ce que vous avez jugé en tout cas être essentiel dans son parcours. Bien sûr, et c'est toute la difficulté d'ailleurs de ce type de bouquin, c'est de faire des choix, et choisir c'est renoncer, ce n'est pas toujours évident, tout en gardant un récit qui soit vif, rythmé et passionnant pour le lecteur, en montrant l'artiste mais également l'homme, d'arriver à faire ressentir des émotions et des sentiments au lecteur. Ouais. Pour le dessinateur, moi j'ai une technique qui est toujours la même en fait, qui est l'aquarelle, mais qui pour le coup se prête extrêmement bien aux sculptures de Rodin, enfin en tout cas la représentation. On est, comme dit Eddy, il faut donner un petit peu de romantisme à l'histoire biographique, effectivement, mais moi je m'attache quand même particulièrement à la reconnaissance des œuvres. Il faut qu'on raconte au lecteur, même si effectivement Le Penseur est universellement connu, etc. Et le fait de travailler à l'aquarelle et d'être assez... il faut être assez véridique dans la représentation des œuvres. Ça c'est un devoir en fait de dessinateur par rapport à ça. On va inviter tout le monde à aller découvrir donc de 1840 à 1917 la vie d'Auguste Rodin en bande dessinée. C'est paru chez 21 grammes. Merci beaucoup. Merci. 21 grammes, c'est une maison d'édition qui s'est spécialisée dans les biographies de grands. On avait reçu Marwan Khalil pour Einstein. Ils avaient travaillé sur Gustave Eiffel. Il y a tout plein de choses qui sont faites. C'est assez réussi, il faut bien le dire. C'est documenté, c'est bien dessiné. Donc voilà, à découvrir. Donc Auguste Rodin, ça vient tout juste de paraître. Et puis, c'est l'heure qu'on a de ce coup de cœur qu'on attend chaque émission. C'est Laurent Ginalti, c'est le coup de cœur BD Geste. Maintenant. Quel est votre choix cette semaine, cher Laurent ? Eh bien, moi, je vais vous parler du Lendemain du monde. C'est une BD de Xavier Coste et Olivier Cotte chez Casterman. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un récit post-apocalyptique. Alors, il ne s'agit pas, par contre, d'une troisième guerre mondiale, d'une catastrophe nucléaire. Il s'agit tout simplement d'une énorme attaque informatique qui a paralysé le monde entier. Tous les réseaux sont à terre et l'humanité est revenue à l'âge de la vapeur. L'armée a bien tenté de découvrir d'où provenait cette attaque. On sait juste que ça se passe en Afrique, mais ils ne sont pas arrivés à mettre la main sur celui qui est à l'origine de tout ça. Et en désespoir de cause, ils font appel à James Graham, qui est un vétéran de l'armée et qui a la particularité de ne pas posséder d'implant neuronal, donc qui ne peut pas être attaqué par un virus. Quand James Graham va se rendre en Afrique, évidemment pas par avion puisqu'il n'y a plus d'avion, il va utiliser un bateau à vapeur, il va utiliser la marche à pied, il va utiliser une montgolfière et il va rencontrer en route tout un tas de personnages. Il va se rendre compte que certaines personnes sont tout à fait contentes que l'intelligence artificielle remplace l'humanité. Il va aussi rencontrer des minorités ethniques. Il va aussi se rendre compte que, comme d'habitude, un fanatisme religieux se développe à cause de ça. Et surtout, on remarque dans cet album les dessins magnifiques de Xavier Coste, oui. Tout en couleur directe. C'est un jeune dessinateur qui a 28 ans. J'adore ce garçon. Il avait fait la bio de Egon Schiele. Exactement. Oui, également une autre bio de Rimbaud. Est-ce que tu pourrais nous montrer est-ce que tu l'as l'album, tu peux nous montrer la couve? Alors, parce que malheureusement voilà, très belle couve. La couve est magnifique. Alors donc la couverture est assez parlante. On voit sur l'épaule de James Graham un iguane, oui. Qui est une des dernières espèces encore en vie, qui date de la préhistoire. Donc on voit bien que le parcours de James Graham va aux origines du monde. L'Afrique étant considérée comme le berceau aussi de l'humanité, on voit bien là le petit clin d'œil qui est fait. Voilà, si je peux vous montrer aussi peut-être super quelques images. Voilà. Ouais, c'est très très beau. Le travail magnifique de Xavier Coste. Il faut savoir aussi que le récit est tiré d'un roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. Ouais. Le même roman qui avait également inspiré Apocalypse Now de Coppola. Alors moi je ferai juste une petite remarque, je t'en ai déjà parlé et pourtant je suis à côté d'un scénariste donc je prends des risques. J'ai regretté légèrement les dialogues. Je trouve que certains efforts auraient pu être faits. Moi il y a des expressions comme je ne sais pas et qui sont écrits je sais pas. Ça a tendance toujours à me bloquer dans ma lecture. Écoute, moi ça m'a pas forcément gêné, c'est du langage parlé. Oui. Il faut lire. Voilà. Oui, c'est du langage parlé, mais on a bien affaire à un livre. C'est vrai. Non, mais il est trop littéraire, Nicolas. Il faut peut-être demander son avis à Jean Dufaux au niveau des dialogues.
Jean Dufaux, est-ce que quand c'est du langage parlé, on a le droit d'enlever la négation ? Non, là aussi, effectivement, il n'y a pas de règle. Là, par exemple, je viens de boucler un bouquin sur Céline. Eh bien, effectivement, la parole, le mot célinien, c'est exactement le contraire du langage, de l'écriture d'un Vincent ou d'un Foucault, sur lequel je travaille également, ou d'un Coda. Je crois qu'effectivement, il n'y a pas de règle. Par contre, il faut être cohérent. Je crois que le dialogue doit être cohérent. On ne peut pas sauter, je dirais, d'une grammaire à l'autre. Il faut respecter une ligne, il faut respecter, je dirais, le langage physique, et cela dépend du dessin aussi. Parce que quelque part, que ce soit je ne sais pas ou je sais pas, pour moi, ça dépend aussi du dessin. Si le visage dit je ne sais pas, mais que la bulle dit je sais pas, moi ça va me gêner. Et c'est ça. La bande dessinée, c'est ça, tout marche ensemble. c'est ça la technique cinématographique de la bande dessinée aussi, c'est que il y a un acteur, le dessin c'est un acteur, et donc il doit livrer son dialogue, et ça doit correspondre. Bon, Le lendemain du monde, c'est paru chez Casterman. Merci de ce conseil, cher Laurent Genati. Laurent, vous gardez la parole une seconde, vous aviez une question pour nos auteurs sur à propos de Niklos Koda. On y revient, on fait un petit focus en fin d'émission toujours sur nos invités. Je vous écoute, enfin on vous écoute. Moi j'ai une question pour Olivier. Olivier qui est donc dessinateur mais aussi coloriste, puisqu'il a réalisé les couleurs de La Femme Accident et de La Douceur de l'Enfer. Pourquoi ne pas avoir choisi de réaliser les couleurs de Koda justement ? Oui, c'est vrai que ça a été une question au départ de Koda. C'était clair que je travaillais avec un coloriste parce que je voulais le regard extérieur. Je voulais que voilà, cette collaboration aussi, cet échange. Je mets beaucoup de détails dans mon dessin et je voulais pas que ma couleur se rajoute à tous ces détails. Ça, c'était le début de Koda. Arrivé au tome 10, je fais une petite aparté sur La Femme Accident. Là, j'avais depuis longtemps envie de faire de la couleur directe. J'ai toujours réalisé, c'est vrai, les couvertures en couleur de Koda. Et dès que j'ai commencé Koda, j'ai travaillé sur des dessins en couleur. La couleur a été déterminante au départ. Ça faisait partie de la création, ça faisait partie de l'univers. Cette couleur que j'ai transmise à mes coloristes. Et quand on a repris, après La Douceur de l'Enfer, Niklos Koda, on s'est posé la question. Je pouvais plus dessiner Koda comme je l'avais dessiné avant. Je venais de faire plus de 300 pages en couleur. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reviens avec le dessin, du noir et blanc pur, avec un coloriste qui va intervenir sur mon dessin ? C'est toujours très difficile pour un dessinateur qui travaille avec un coloriste de voir tout à coup son dessin mis en couleur. Donc, voilà, il y a tous ces paramètres qui se posent, et on s'est posé la question avec Jean et on a décidé que j'allais continuer avec un coloriste, mais j'ai changé de coloriste et j'ai changé de technique, c'est-à-dire que sur les 5 derniers Koda, plutôt que de travailler juste en noir et blanc au pinceau ou à la plume, j'ai travaillé l'ancrage avec un lavis qui permettait d'avoir des nuances en plus, d'avoir plus de subtilité dans l'ancrage et surtout d'avoir des matières et des zones de lumière qui allaient servir aux coloristes pour donner une autre ambiance. Ces belles pages, vous pourrez les voir donc à la Galerie Maguen, et puis des illustrations en couleur, parce qu'il a dit il sait faire, et en l'occurrence il a fait de très très belles images. L'exposition est visible à la Galerie Maguen jusqu'à fin juin, c'est 47 quai des Grands Augustins dans le 6e, et puis évidemment, ruez-vous dans toutes les bonnes librairies pour découvrir cet ultime volume de Niklos Koda, 15 tomes, donc une belle série, tout est bouclé, Barrio Jésus, vous saurez tout, enfin bon bref, parce que vraiment tous les personnages sont présents dans ce dernier tome, vous vous êtes fait plaisir en mettant en scène tout le monde. Merci beaucoup Jean Dufaux, Olivier Grenson d'être venu avec nous en studio aujourd'hui. Merci à vous. J'ai beaucoup aimé le mot « ruez-vous », un très bon mot, nous allons respecter. Merci à Laurent Genati, à BD Gestes d'être partenaire et d'être présent à chaque émission. Merci Nicolas d'être resté également jusqu'au bout. Nous on se retrouve évidemment dans 2 semaines avec tout plein de surprises. Je vous dis pas tout, mais c'est une émission mémorable. Notez le 22 juin, ce sera la dernière de la saison. On vous prépare une émission très très spéciale. Merci de votre fidélité. Merci à Benjamin pour la réalisation. Très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.